Bonjour et bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Oli et Thanato. Je suis Charlène, facilitatrice et accompagnante des deuils. Ces transitions de vie sont des cadeaux mal emballés qui cachent selon moi des opportunités de changement. Mon objectif, emprunter un chemin de résilience pour transformer vos difficultés en ressources. Accueillons tout de suite notre invité du jour pour parler de ces sujets. Je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, on va avoir le témoignage de Adèle qui va nous partager son histoire de vie. Du coup, Adèle, je te laisse te présenter et je te laisse nous faire part justement, en tout cas, d'introduire cette histoire. Bonjour à tous, donc je suis Adèle, j'ai 30 ans, je suis mariée et maman d'un petit garçon de 4 mois et demi, parce que ça compte les demi à cet âge-là, et je suis entrepreneur, je suis online business manager, voilà. Merci pour ta présentation. Alors le sujet que l'on va aborder aujourd'hui, pour poser déjà peut-être un petit peu le décor, le titre c'est « Faire des deuils sur le chemin de la maternité ». C'est un sujet qui est assez lourd, on va dire, dans la conscience des gens. On va essayer de l'aborder avec le plus de douceur possible. Est-ce que tu veux déjà présenter un petit peu la manière dont toi tu l'as vécu, et de manière un petit peu double, mais tu vas savoir mieux l'expliquer que moi. Oui, donc tu parles d'une manière double en fait, parce que je viens pour parler de 2 événements et dont un qui s'est passé avant ma naissance. Puisque mes parents ont eu une première fille qui est décédée à l'âge de 2 mois, et donc moi je suis née 1 an et demi après sa naissance, donc je l'ai jamais connue. Mais cet événement en fait a beaucoup résonné quand moi j'ai fait une fausse couche. Et même au-delà, après, quand suite à cette fausse couche, je suis retombée enceinte et j'ai eu un fils donc, et cette perte de mes parents a à nouveau résonné en moi et a complètement bouleversé la façon dont je me voyais dans ma famille. Ce qui est intéressant en fait avec ton témoignage et avec ton partage, c'est que on peut se rendre compte qu'un deuil en réveille un autre. Et finalement, c'est un petit peu ce dont tu m'as fait part, c'est que tu as d'autant plus pris conscience, peut-être à un autre niveau, de la perte de ta grande sœur. Justement, quand toi, tu as fait aussi ta fausse couche, ce deuil périnatal. Et, euh, et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Comment peut-être ça s'est révélé à toi? Comment tu l'as accueilli? Quelles ont été les pensées peut-être qui sont venues aussi avec ça? En fait, dans ma famille, la mort, enfin la naissance, la vie et la mort de la première fille de mes parents, ça a jamais été un tabou, hein. On en a toujours parlé. Il y avait des photos d'elle à la maison. On allait sur sa tombe une fois par an à la Toussaint. C'était un sujet qui était abordé facilement, mais qui me touchait pas plus que ça. Enfin, bon, j'ai longtemps été persuadée que le 11 août, c'était un jour férié. Le 11 août, c'était sa date de naissance. Bon, à ma décharge, quand on est enfant, des fois, on mélange un peu les trucs, et puis en plus, ça tombait pendant les vacances, donc voilà, je savais qu'elle avait une importance, mais moi, ça me touchait pas personnellement. Et puis, bon, j'ai 2 petites sœurs, donc pour moi, j'avais 2 petites sœurs, et donc j'étais l'aînée. Et je dis que c'était ma sœur, mais enfin, pour moi, c'est plutôt la première fille que mes parents avaient perdue. C'est pas spécialement ma sœur, enfin, j'avais pas spécialement de lien avec elle. Et en 2021, donc je suis tombée enceinte, donc on était très heureux et on l'avait annoncé à nos familles. Sauf que lors de la première échographie, il y avait pas d'activité cardiaque, et la taille de l'embryon, elle était très petite, trop petite, et donc j'ai su que j'allais, dans les jours qui venaient, perdre mon bébé. Et du coup, durant cette période, j'ai été beaucoup soutenue par mes parents, surtout par ma mère, parce que ma mère, elle parle beaucoup plus que mon père. Et donc à travers toute cette période, on a beaucoup parlé de leur première fille, et donc elle a pris une importance dans mon esprit, dans les discussions. Et ensuite, dans un second temps, il y a eu la naissance de mon fils, et là, ça a encore changé les choses à nouveau, puisque là, c'était pas tant son décès dont on avait parlé lors de ma fausse couche, mais c'est plutôt sa vie qui a pris une autre dimension pour moi. J'ai un peu mieux réalisé ce qu'ils avaient vécu. Bon, même si je pense on peut jamais comprendre complètement. Et je pense que je les ai mieux compris, et aussi ça a beaucoup questionné ma place dans la famille, puisque je
je m'étais toujours vue comme la première, celle qui avait un peu construit la famille. Et là, je me suis rendu compte que, c'était pas du tout ma place, en fait. Je m'étais construit ça alors que mes parents m'ont jamais laissé penser, que j'étais, l'aînée. Et d'ailleurs, quand ils nous présentent, parce que souvent les gens, savent, quand c'est la famille un peu éloignée, savent qu'il y a la 1re et puis ensuite il y a les jumelles, puisqu'on retient qu'il y a des jumelles, c'est un peu marquant. Et hem et donc mes parents m'ont toujours présentée comme la grande, mais pas l'aînée, en fait. Je suis la grande. Ce qui est logique quand on y pense, parce que c'est vrai que, quand on a perdu un bébé, on le voit pas grandir, donc elle est l'aînée, mais elle reste un bébé. Et moi, en fait, j'étais la grande, mais j'ai jamais été l'aînée, et c'est moi qui ai imaginé que j'étais l'aînée et que j'étais la première. En fait, ce que je trouve très beau en même temps dans ce partage, c'est que ce deuil périnatal que tu as dû faire en perdant cet enfant, ça t'a fait faire le deuil de ta propre place justement au sein de ta famille. Et donc ça t'a donné un nouveau rapport, une nouvelle, on va dire, conceptualisation du monde, en tout cas de ton monde propre, hein, de ton cocon familial. Et comme tu me le disais et comme tu l'as dit là, t'es pas l'aîné. Et ça a dû être aussi, on abordera le reste après, mais une forme de deuil pour toi d'accepter de quitter cette place qui n'était pas réellement la tienne, mais dans laquelle tu t'étais aussi identifiée, j'imagine. Ouais, c'est quelque chose d'un peu perturbant de se dire: «Mais en fait, elle est où ma place?» Enfin, sachant que je l'avais prise toute seule, cette place-là, que personne me l'avait donnée. Donc d'un côté, je me sentais un peu présomptueuse aussi d'avoir imaginé ça. Après, je l'ai pas spécialement culpabilisé parce que bon, quand on est enfant, puis aussi, surtout je pense quand on n'a pas d'enfant, on se rend pas vraiment compte, ce que c'est que d'en avoir. Mais c'est paradoxal parce que, tout ça s'est construit un peu en même temps, hein, en même temps que j'ai perdu, mon premier bébé, mais aussi, ça a continué d'évoluer quand, j'ai eu mon fils. Hem, je trouve que ça m'a quand même aidée à surmonter ma fausse couche. Donc c'est beaucoup de choses qui se mélangent, où je revois ma place dans ma famille, en même temps que je construis ma propre famille, ou en tout cas, je sais tout ça, je pense que la famille, c'est un ensemble, parce que les grands-parents font partie de la famille, mais enfin, avec mon mari, on construit quelque chose, et en même temps, je revois ma position en tant que fille, quoi. C'est intéressant, tu dis que ça t'a aidé justement à faire ce deuil périnatal. Est-ce que tu arriverais à mettre des mots dessus, à l'expliquer avec les mots qui sont les tiens, mais justement en quoi cela t'a aidé, en quoi ça a pu être peut-être une ressource ou quelque chose sur laquelle t'appuyer? Je me suis sentie, plus connectée avec mes parents, et notamment avec ma mère, parce que pendant la période de la fausse couche, même après, hein, parce que quand j'ai fait ma fausse couche, bon, j'avais déjà envie d'avoir un enfant, mais ça a vraiment, révélé une envie de maternité vraiment très très importante. Là, c'est devenu un besoin, et donc j'ai mis, 7 mois après à retomber enceinte, ce qui paraît une éternité, hein, quand on quand on espère tous les mois. Et donc j'ai été beaucoup en contact avec ma mère, à ce moment-là, même si on a toujours été, assez proches, mais là encore plus. Et de moi-même, j'aurais pas osé, comparer mon expérience, à la leur, parce que c'est quand même très différent. Mais comme elle faisait le rapprochement, et j'avais l'impression de connecter, avec ma mère, encore plus, et de me sentir, plus, comprise. Alors je pense qu'elle aurait été, parfaitement capable de me soutenir, même si elle avait pas perdu un enfant avant, mais moi j'aime à penser que ça a quand même renforcé, ce soutien que j'ai eu pendant cette période. Et du coup, c'est pour ça que je pense que ça m'a aidée à surmonter la fausse couche. Ok, donc ouais, une meilleure, finalement, toi, tu as mieux compris peut-être tes parents sur leur épreuve passée, sur l'expérience qui avait été la leur, même si bien sûr chaque expérience est personnelle et différente, mais en tout cas peut-être certains sentiments sur lesquels tu t'es peut-être plus identifié, on va dire, et du coup ça t'a rapproché. J'ai l'impression que ça t'a rapproché, oui, de ta maman, comme tu le dis, de ce bébé qui n'a jamais vu le jour, mais qui a quand même été là, qui a quand même eu son existence, et au final de ta sœur aussi, puisque finalement, c'est comme si tu avais redonné à ta sœur cette place dans la famille. Donc, de remettre un petit peu, pas de l'ordre parce que c'est pas le bon mot, mais du sens un petit peu dans toute cette famille et que réellement tout le monde retrouve sa place. Est-ce que c'est quelque chose qui a de l'écho chez toi?
Oui, alors mes parents nous avaient, toujours dit quand même qu'elle avait eu un impact sur notre éducation, puisque ça les avait beaucoup marqués et bah, ça avait, changé un peu leur manière de surtout ma mère nous disait que ça avait beaucoup fait évoluer sa façon de voir la mort. Bon, mon père, c'est un peu différent parce qu'il a eu un parcours de vie encore plus compliqué, donc il avait déjà été confronté à la mort. Mais, ils nous ont dit que ça a changé leur façon de l'appréhender. Donc je savais que ça avait déjà eu un impact un peu sur la manière dont ils nous avaient éduqués. Hem, mais c'était je sais pas, c'était très théorique, quoi et de le ressentir, bah, plus dans l'expérience, même si on peut pas comparer les 2, c'est quelque chose qui est vraiment différent et puis en plus, j'avais l'impression que le soutien de ma mère, il était, encore plus légitime, enfin encore plus vrai, parce qu'elle avait vécu une épreuve. Donc je me souviens de certaines phrases qu'elle m'a dit. Elle m'avait dit que parce que je lui avais, quand je suis sortie de l'échographie, on n'était pas certain en fait que je faisais une fausse couche. Il y avait un petit doute et mais petit à petit avec les jours qui passaient, je lui avais dit que j'avais a abandonné la lueur d'espoir et elle m'avait dit que la lumière, elle reviendrait. Et je trouvais que ça avait encore plus de valeur, dans sa bouche quoi, de quelqu'un qui avait vécu ça. Elle m'a aussi dit qu'elle se sentait proche de moi et moi je le ressentais, mais qu'elle me le dise et ben, je trouvais que, je sais pas, ça validait encore plus ses propos et puis surtout, la phrase la plus importante qu'elle m'ait dit, c'était, «La mort n'enlève pas la joie». Alors, je l'ai compris que plus tard, hein, parce que sur le coup, quand elle est en train de perdre son bébé, on voit pas bien où est-ce qu'elle est la joie. Mais, mais même si je l'avais pas bien compris, je me dis: «Elle doit savoir de quoi elle parle quand même». On sent beaucoup d'amour et beaucoup d'émotion dans tes mots et je suis tout à fait d'accord avec cette phrase, «La mort n'enlève pas la joie» et tu dis que tu l'as pas compris tout de suite, ce qui est normal, comme quand on dit que, voilà, on peut se relever d'un deuil quand on vient d'arriver, face à un décès, qu'importe le lien qu'on a avec cette personne, mais un décès qui nous affecte ou même un deuil d'une transition de vie, d'un événement difficile, d'un traumatisme. On a l'impression qu'on va jamais s'en relever, en fait, et qu'on est au bout du rouleau et que ce sera toujours comme ça. Et quand parfois on a des personnes en face qui nous disent mais t'inquiète pas, ça va aller, tu vas t'en relever, tu vas voir, tu vas retrouver plaisir, joie de vivre et sérénité, on a l'impression que ils nous parlent en chinois et que nous on parle en français et qu'on n'a rien compris. Est-ce que du coup maintenant tu arriverais encore une fois peut-être à l'exprimer avec tes mots de ce que justement signifie pour toi et peut-être pour ta famille cette phrase la mort n'enlève pas la joie? Alors, pour moi, pour moi pour moi, je sais le ressentir, l'expliquer, c'est moins facile, mais en fait, c'est tous ces événements qu'on a de bonheur qu'on a vécu, grâce à la vie avant, donc parce que moi, mon bébé, je l'ai perdu, j'étais à 9 semaines de grossesse et donc avant ça, il y a eu, l'annonce à la famille où on avait fait, une petite surprise au moment où il déballe le cadeau. Il y a tous ces moments où je me suis, sentie forte parce qu'au travail, j'avais un travail qui était compliqué à l'époque où il y avait beau je devais gérer une équipe qui était vraiment beaucoup dans l'adversité et pendant toute une période, je me sentais d'eux, en fait. Je me suis sentie plus forte pour affronter mes journées. Hem, et il y a eu plein d'instants de bonheur et bah, ça, la mort, elle pourra jamais enlever ce bonheur que j'ai vécu et bah, c'est ce que m'expliquait ma mère avec leur fille. C'est, toute la joie de la grossesse, en plus bon, ils ont, su qu'elle avait un souci de santé, uniquement quelques jours après la naissance. Donc à la naissance, ils étaient avec leur bébé qui était en bonne santé, hem, tous ces moments de bonheur, effectivement, on peut pas ils auront toujours existé et je pense que ça, je l'ai c'est pas tant avec la fausse couche que je l'ai compris. Enfin, avec la fausse couche, j'ai reçu cette phrase et je me suis dit: «Elle doit avoir un sens à un moment si ma mère le dit», mais pour l'instant, je le vois pas vraiment. Mais c'est plus tard, en fait, quand j'ai eu mon fils et bah, effectivement, bon, si enfin, imaginer le perdre, évidemment, ça me glace le sang, mais ça n'enlèverait pas vraiment des moments de bonheur, mais c'est un bonheur qui est immense, d'avoir un enfant et et je me dis que si on peut, comprendre cette phrase en ayant perdu, sa fille, hem, c'est qu'elle doit être vraie, même si sur le moment on a du mal à comprendre exactement pourquoi. C'est vrai que c'est pas une phase facile à comprendre quand on n'est pas prêt de la comprendre et je pense qu'il faut la recevoir et puis le jour où elle prendra son sens, là, elle fait vraiment du bien, en fait. Exactement, c'est ça, c'est que
le deuil, c'est tout un processus, c'est pas quelque chose qui se fait ni en un jour, ni en un claquement de doigts. C'est même pas réellement quelque chose qu'on décide. Moi, j'aime bien dire que c'est autant on fait notre deuil que le deuil nous fait. C'est un processus vraiment qui va dans les deux sens. Et donc justement, tu dis que cette phrase au début, quand tu as dû l'accueillir, ou tu étais aussi à cette période de deuil par rapport à cette fausse couche, tu l'as pas forcément comprise. Et ce qui est OK, tu l'as compris après coup. Est-ce qu'il y a eu peut-être des outils sur ce chemin ou des choses qui t'ont aidé? Alors des outils, je peux parler autant d'accompagnement que de choses que toi tu as mises en place parce que tu te connais et que tu sais que ce sont des choses qui vont te faire du bien et qui t'ont aidé justement à libérer ces émotions négatives, ces pensées négatives, parce que au début on reste quand même beaucoup focus sur le côté plutôt souffrance, le côté tristesse, le côté difficile de l'événement, pour justement le libérer et arriver à ce que tu me dis là, c'est que oui, bien sûr, il y a eu la mort, mais ça m'enlèvera pas le plaisir de l'annonce, le plaisir de la grossesse, tous ces beaux moments en fait que tu as vécu qui, au moment de l'annonce, oui, sont un petit peu partis, un petit peu grisés, on les voit plus trop et il faut leur redonner un petit peu leur couleur. Est-ce qu'il y a des choses du coup qui t'ont aidé sur ce chemin-là? Bah, moi, ce qui m'a aidée, c'est de parler. J'aime bien parler déjà de base. Hem, alors, quand à la sortie de l'échographie, j'en ai parlé avec ma famille. Ça, c'est un truc que je regrette un peu, c'est de ne pas j'avais pas annoncé ma grossesse, à mes amis avant, parce que, on n'en parle pas avant les 3 mois. Enfin, souvent, c'est classiquement, on n'en parle pas. Et je regrette parce que j'ai pas pu leur en parler, du coup, au moment où j'étais pas bien. Mais bon, j'avais quand même ma famille, donc ça, c'est vraiment le côté positif, c'est que j'en avais parlé à ma famille. Et quand j'ai vraiment perdu mon bébé, quand j'ai fait ma fausse couche, quand j'ai commencé à perdre du sang, j'ai été à l'hôpital. Là, pendant quelques jours, je n'ai plus parlé, j'ai coupé mon téléphone. Aujourd'hui, je l'explique pas trop, je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça, parce que j'aime bien parler. Et puis d'un coup, j'ai rallumé mon téléphone et puis là, par contre, j'ai envoyé régulièrement des messages. J'ai eu ma mère beaucoup au téléphone, parce qu'elle aime bien parler en plus, ça tombe bien. Et moi, c'est ça qui m'a aidée. Ce qui était un petit peu dur, c'est que mon mari, lui, il avait du mal à en parler. Alors que moi, c'était la personne avec qui j'avais le plus envie d'en parler, mais en même temps, il a sa façon à lui de gérer, hein. Et d'en parler, pour lui, ça le remettait toujours, enfin, il n'arrivait pas à se sortir la tête, de ça, alors que moi, au fur et à mesure que je parlais, lui, ça l'alourdissait, alors que moi, ça me libérait. Donc heureusement, j'ai trouvé d'autres personnes, à qui en parler. Hem, je pense que j'ai pas d'autres outils, particuliers. J'avais envisagé d'aller voir un psychologue, à la maternité m'avait donné le numéro de psychologue si je voulais en parler. Et puis, finalement, j'en ai pas tant que ça ressenti le besoin. J'avais bien gardé le numéro, je m'étais dit, «Bon, je prendrai rendez-vous» et puis, finalement, je sais pas, ça m'a suffi, je dirais, d'en parler avec mes proches. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans ton témoignage, c'est qu'on voit vraiment, pour toi, mais ce qui est quand même quelque chose d'assez commun finalement dans le processus de deuil, l'importance en fait du soutien de la famille, des amis, du cercle social, surtout quand on a une personne qui a besoin d'en parler comme toi. Et au vu de ce que tu me dis, ça a été ton outil, quasiment entre guillemets «unique» et principal. Et du coup, ça me permet encore une fois de relever ce point-là, mais n'hésitez pas à justement en parler. Parfois, on a besoin de se retirer, comme tu donnes l'exemple en ayant coupé ton téléphone et avoir peut-être le besoin de te retrouver seule avec toi-même, avec tes pensées, avec tes émotions, de faire le point, de t'introspecter. Mais on a aussi besoin d'en parler et c'est important de trouver des personnes, des piliers, des points d'appui, des tuteurs, en fait, comme une plante. On met des tuteurs et une plante pour qu'elle grandisse. Nous, on a besoin de se relever de ces choses-là. Et justement, le soutien de la famille ou des amis, des connaissances, des groupes de parole, des accompagnements. Chacun trouve, on va dire, chaussure à son pied avec ce qui lui semble le plus adéquat, mais est vraiment très important. Et il y a une deuxième chose que je trouve très intéressante dans ce que tu as abordé, c'est que toi, tu aurais eu le souhait d'en parler peut-être davantage justement avec ton mari, qui lui avait plus de difficultés à en parler. Et c'est là encore où ça montre que le deuil est vraiment propre à chacun. Il va y avoir des personnes qui vont avoir
beaucoup besoin d'en parler, il y en a d'autres qui vont pas du tout avoir besoin d'en parler, il y en a qui vont avoir besoin de manifester, d'écrire, de par exemple se rendre sur la tombe ou au cimetière, et il y en a d'autres qui vont pas du tout avoir ces besoins-là et qui vont avoir besoin de faire la fête. C'est vraiment propre à chacun, et je voulais profiter de cette phrase que tu as dite pour montrer que voilà, écoutez-vous en fait. Ne pensez pas qu'il y a des règles au deuil, loin de là, mais vraiment loin de là. Il faut vraiment enlever cette idée reçue. Donc je voulais te remercier pour ce partage-là. Et je me souviens, et peut-être que c'est aussi quelque chose qui t'a aidé à libérer ce deuil justement périnatal, que tu m'as dit que ce désir de maternité après cette fausse couche, il avait été encore plus fort. Mais comme un besoin fondamental, comme un besoin viscéral, comme un besoin hormonal, je sais pas comment on pourrait le dire, mais comme quelque chose qu'on n'explique pas par les mots, mais qu'on ressent dans le corps et que tu as été finalement la seule à ressentir. Ouais, ça a été vraiment ça parce que, hem, avant de faire ma fausse couche, je m'imaginais avoir des enfants. Je dirais que c'était un projet de vie, quoi. C'était quelque chose d'important, mais c'était un projet de vie et hem et quand le test de grossesse s'est révélé, positif, je me suis sentie, mère tout de suite. En plus, c'était en mai et en mai, il y a la fête des mères et il y a eu la fête des mères peu de temps après et je sais pas, je me sentais concernée par la fête des mères et puis après j'ai perdu mon bébé et je sais pas si c'est parce que je m'étais déjà sentie mère et qu'en fait, bah, j'avais pas de bébé ou je sais pas exactement pourquoi, mais là, c'est devenu vraiment un besoin. C'était quelque chose de très, très présent dans mon esprit. Bah, j'y pensais souvent. En plus, il y a cette période qui est assez difficile où, bah, il y a l'ovulation et après il y a 2 semaines avant de savoir si tu es vraiment enceinte, enfin, où tu peux pas savoir et c'est vraiment l'attente, tous les mois pendant 2 semaines. Ça a été ces 2 semaines, ce qui revient souvent, hein, parce que c'est 2 semaines par mois, donc en fait, c'est 50 du temps où tu es dans l'attente, tu dis: «Peut-être que je suis enceinte», à analyser, tous les symptômes. Enfin, même si moi moi j'avais mon mari qui est assez bon pour détecter si je suis enceinte ou pas. Les 2 fois, il savait avant quoi. Je sais pas, dans mon comportement, il arrivait à savoir, donc j'essayais de pas m'emballer, pendant les 2 semaines. Mais ouais, cette fausse couche, ça a vraiment, révélé un besoin et bon du coup moi ça m'a paru très long, hein, ces 7 mois où j'ai attendu de retomber enceinte. Même si je sais que à l'échelle enfin par rapport à beaucoup d'autres femmes, c'est pas tant que ça, hein. Mais évidemment je pense que j'avais pas besoin de passer par cette fausse couche, hein. Je dis pas qu'il faut passer par là pour après être une bonne mère ou quoi, mais pour moi, c'est sur mon chemin vers mon fils, en fait. Ça m'a amenée à mon fils aujourd'hui et à être la mère que je suis aujourd'hui et si c'est pas vrai, bah, je veux pas le savoir. En fait, ça me va très bien de penser comme ça et de me dire que c'était, vraiment, c'était le chemin, en fait, qui m'a amenée jusqu'à mon fils et qui est passé par ce besoin, fondamental, quoi. C'est le plus important, encore une fois, tant que ça a du sens pour toi et que ça te fait du bien et que ça te donne envie d'aller vers l'avant et que c'est pas quelque chose que tu traînes comme un boulet au pied, en fait, on s'en fiche de ce que les autres pensent ou de est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Ça reste ta vérité. Elle te fait du bien. Elle te donne du sens. Elle te donne du baume au cœur. Et finalement, c'est juste ce qu'on veut. Tu vois, c'est ce qui est important. Et du coup, j'ai une question qui est un petit peu double. J'allais dire, qu'est-ce qui a été pour toi le plus difficile et qu'est-ce que tu aurais aimé vivre autrement? Et en même temps, tu m'as déjà dit, là, à travers, à demi-mot, d'une certaine manière, que bah, en fait, t'accepter l'intégralité du chemin et que, comme tu viens de le dire, c'est tout ce chemin qui t'a amené à ton fils. Est-ce que malgré tout, il y a quelque chose qui a été difficile, vraiment plus difficile pour toi et quelque chose que tu aurais aimé vivre autrement? Je pense que c'est très personnel et qu'il y a de nombreuses personnes qui ressentent vraiment l'inverse de moi. Mais moi, au moment où j'ai fait ma fausse couche, j'ai pas aimé, lire ou recevoir des témoignages d'espoir de personnes qui me disaient, «Bah, moi, j'ai fait une fausse couche et puis aujourd'hui, j'ai un enfant, 2 enfants». Je sais que ça aide beaucoup de personnes qu'on leur envoie ce genre de témoignages. Mais moi, quand j'en parlais autour de moi et qu'on me disait: «Ah bah, moi aussi, mais aujourd'hui, tu vois, je suis heureuse», bah, j'ai envie de dire: «Mais je m'en fiche, en fait. Moi, j'ai moi, je suis au moment où c'est dur, où je suis triste, où j'ai pas vraiment envie
vivre que tu me renvoies ton bonheur au visage, quoi. Moi, ça m'a pas du tout aidée. Je dis pas qu'il faut pas le faire parce que j'ai d'autres personnes dans mon entourage où je sais que ça les a aidés d'entendre de l'espoir. Mais moi, personnellement, ça m'a pas du tout aidé. Et au contraire, ça avait tendance à plutôt un peu m'énerver et me dire oui, bah c'est pas le sujet, toi, en fait. Là, moi, ça va pas et, et j'avais pas trop envie qu'on me parle du bonheur futur, quoi, puisque je le voyais pas. Ah, je dis ça, c'était vraiment sur le moment quand j'ai fait la fausse couche, hein. Enfin, aujourd'hui, il y a aucun problème. D'ailleurs, du coup, je fais partie de ces personnes-là, hein, qui disent qu'elles ont fait une fausse couche et aujourd'hui qui ont un bébé et qui sont très heureuses. Mais moi, pour moi, ça a été plus difficile que ça ne m'a aidée. Hem Et puis sinon, sur ce que j'aurais aimé vivre autrement, bah, on en a déjà un peu parlé, mais je regrette de pas en avoir parlé à mes amis dès le début. Heu, Bah, parce que du coup, au moment de la fausse couche, moi j'aime bien partager, mais là, quand tu es au plus mal, bah, personne n'est là pour te soutenir, bah, juste parce qu'ils savent pas, hein, donc et si jamais tu veux du soutien, bah, tu es obligé de leur dire que tu viens de perdre un bébé et moi, j'étais assez mal à l'aise d'annoncer une fausse couche alors que tu as même pas annoncé une grossesse, en fait. Et puis, du coup, on saute la partie bonheur. On va directement à la partie tristesse quand on annonce une fausse couche. Alors que, bah, si on annonce directement une grossesse, peu importe comment ça se termine, après, si on espère évidemment avoir un bébé, mais et bah, au moins on aura vécu cette période avec ses amis où tout le monde est content. Et donc du coup, pour la deuxième grossesse, mon mari était vraiment d'accord là-dessus. Parce que oui, c'est quand même des décisions qui se prennent à 2, mais pour la deuxième grossesse, on en a parlé, tout de suite, immédiatement. Heu, on n'a pas envoyé de message ou quoi, mais par contre les gens qu'on voyait en vrai, ben, on leur a dit, quoi. En plus, ça évite de devoir faire semblant de prendre de l'alcool ou je sais pas quoi. Donc moi, c'est vraiment, voilà, enfin, je dis pas que j'ai mal vécu cette période, mais si je pouvais refaire les choses, j'en parlerais autour de moi, beaucoup plus facilement et tant pis pour le 1er trimestre. En plus, je suis pas spécialement superstitieuse donc voilà. Mais ça, c'est personnel à nouveau, hein. Je pense que chacun vit, ce 1er trimestre différemment. Mais finalement, c'est quelque chose que tu as fait, comme tu le dis, sur ta deuxième grossesse. Tu as tiré une expérience positive en disant, bon, bah voilà, ça m'a pas plu à la première expérience, ben, finalement, je vais le faire différemment. Et j'avais envie de rebondir. Tu disais que pour toi, justement, les témoignages par rapport aux fausses couches, quand toi, tu étais finalement dans cette phase difficile, c'est pas quelque chose qui t'a aidé. S'il y a des femmes et des hommes, hein, d'ailleurs, qui se reconnaissent dans ton témoignage et qui ressentent la même chose que toi, de quoi toi tu aurais eu besoin justement du coup à ce moment-là, si tu n'avais pas eu besoin de témoignages? Est-ce qu'il y a autre chose qui t'aurait permis justement d'aller de l'avant, de te sentir mieux, de te sentir écoutée, soutenue? De quoi tu aurais eu besoin? Moi, j'aimais bien échanger, enfin, ça me faisait du bien de sentir que j'étais pas seule à traverser ça. D'ailleurs, revenir aux chiffres, après je suis quelqu'un de très scientifique, très mathématique, donc j'aime bien les chiffres. Donc ça m'a aidée de me dire que les fausses couches, ben, c'est quand même, enfin, on n'en parle pas énormément, mais c'est quand même très courant, quoi. C'est une grossesse sur 5. Ça m'a aidée mais par contre sans la partie où ensuite après on a des enfants et ça va mieux. Juste dire: «Oui, bah, je te comprends, moi aussi j'ai vécu ça, je sais que c'est dur», juste cette partie-là, en fait. La première partie du témoignage, ça me fait du bien, c'est la partie d'après, en fait, qui moi avait plutôt tendance à me plomber qu'à m'aider. Ouais, c'est la partie où les gens se sont reconstruits et qui voulaient peut-être t'envoyer de l'inspiration et de la motivation, qui plus toi avait tendance à te ramener au fait que ben oui, mais en tout cas, ce sera pas là maintenant parce que là maintenant, je viens de perdre mon bébé. C'est dans ce sens-là? Ouais, et en fait, ce qu'il y a, c'est que tant que j'étais triste, j'avais pas spécialement envie qu'on me dise, heu, que, hem, j'allais être heureuse plus tard, que le bonheur allait revenir. Moi, je le vivais plus comme, bah, ils m'envoyaient leur bonheur à la figure. Je plutôt, j'avais plutôt besoin qu'on accepte ma tristesse et qu'on vive ma tristesse avec moi. C'est plutôt ça qui me faisait du bien, en fait. La notion de soutien, je comprends. Et du coup, finalement, qu'est-ce que, même si tu en as déjà un petit peu parlé, parce que justement, il y a eu ce côté des compréhensions, en fait, je voulais en venir un peu à ce que ces différents deuils, ton deuil personnel périnatal, mais aussi le deuil
au sein de ta propre famille, le fait d'avoir cette notion d'avant-après, un deuil qui en réveille un autre par rapport à ta grande sœur. Qu'est-ce que finalement tout ça, ça t'a amené comme enseignement, comme sagesse, comme leçon de vie, peut-être comme changement de regard ou de perspective? Moi, je l'ai déjà dit, mais vraiment, je pense que pour moi, la plus grande leçon, ça a été vraiment que la mort, ça n'efface pas le bonheur. C'est ce que j'ai retenu le plus. Hem et puis, je pense qu'on peut aussi choisir de voir au-delà. Alors pas forcément quand on vient juste d'être confronté à une perte parce que c'est très douloureux, mais avec le recul, moi j'ai la sensation que le décès de ma sœur, ça m'a aidée 30 ans plus tard à mieux vivre ma fausse couche, au travers de mes parents. Évidemment, c'est pas quelque chose que j'aurais pu comprendre, au moment où j'ai fait ma fausse couche, mais je et puis après, je crois pas spécialement au destin, je pense pas qu'il y ait besoin qu'une chose a lieu pour entraîner une autre, mais étant donné que chaque chose a des conséquences après dans le futur, même si c'est pas forcément écrit, et ben, la mort, elle peut entraîner quelque chose derrière de qui soit beau. Ouais, finalement, j'ai l'impression que tu as un peu ton apprentissage, ta compréhension, c'est accepter la vie avec ses hauts et ses bas. C'est un peu comme ça que je le retirerais de mon côté. Est-ce qu'il y a ce côté-là? Oui, c'est ça, mais et puis c'est pas seulement le comprendre, c'est l'expérimenter aussi, quoi. Parce que la mort, on m'en avait parlé. Bon, j'ai perdu mes grands-parents, mais il y a un côté, plus, ordre normal. Donc c'était triste, mais ça m'a pas, complètement, bouleversé, ma façon de voir les choses et cette mort qui était assez théorique, dont mes parents m'avaient parlé, bah, de l'expérimenter et bah, c'est différent, quoi. On voit les choses vraiment différemment, forcément. On a une meilleure compréhension. Oui, il y a des choses qu'on peut essayer d'expliquer par les mots, mais les mots seront toujours trop faibles finalement par rapport à l'expérience tout entière à travers ton corps, à travers ton cœur, à travers ta tête, de manière totalement holistique en tant qu'être humain. Et du coup, est-ce qu'il y a un ou plusieurs, ou une ou plusieurs projets ou actions que tu as menés ou que tu aurais envie de mener en l'honneur finalement de ces événements et de ces deuils? Alors que j'ai pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit, spécialement, en tout cas pas consciemment. Heu, Moi j'ai l'impression que ça fait toujours partie d'un cheminement global, donc je saurais pas dire qu'est-ce qui est fait en l'honneur d'eux. Je dirais que c'est un événement qui est à la suite d'un autre. Après, et puis même, j'allais dire, reprendre ma place dans ma famille, mais même pas parce que c'est pas quelque chose que j'ai fait en l'honneur de ma sœur ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que, bah, ça s'est fait parce que je pouvais pas faire autrement, en fait. Je l'ai pas décidé, c'était pas conscient, c'est Il y a une notion de processus naturel, c'est ça? ouais, c'est ça, OK. ouais. Les choses se sont fait naturellement comme elles devaient se faire et ça revient un peu à ce côté, l'appréciation globale du chemin avec ses hauts, avec ses bas et justement de l'expérimenter à travers, tout ton corps, ton cœur et ta tête encore une fois et de laisser les choses se faire comme elles se font, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, c'est bien résumé. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter, que ce soit sur cette notion, d'accueil, la manière dont tu as pu justement libérer ces émotions, ces pensées, ces croyances et ces comportements peut-être plus difficiles, plus négatifs, ou la manière dont tu as réussi à te réouvrir positivement à la vie avec plus de sérénité et de joie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te semble manquer dans ton témoignage? Bah, quand tu parles de sérénité, je voudrais rebondir là-dessus. C Alors peut-être que c'est parce que, j'ai eu un peu de temps pour, processer ma fausse couche, que j'ai eu beaucoup de soutien de ma famille. Mais quand je suis tombée enceinte, la seconde fois, j'étais pas du tout, plus stressée, que la première. Parce que la première fois, j'étais un petit peu stressée par le fait de, bah, quand même, on sait qu'il peut y avoir pas mal de choses qui se passent mal, et je crois que la deuxième fois, je l'étais moins alors que j'avais vécu, une fausse couche. Bon, sauf à l'échographie, hein. Le moment de la première échographie, là, c'était, stress maximum. Mais à part ça, au quotidien, alors c'est peut-être aussi parce que j'avais changé de travail entre-temps, je sais pas, j'étais plus sereine au quotidien et j'ai paradoxalement, vécu, le début de la seconde grossesse plus sereinement que pour la première grossesse. C'est super intéressant. Je disais tout à l'heure, un deuil en réveille un autre, c'est-à-dire que forcément, on a beau avoir
Alors terminer avec des grands guillemets, parce que pour moi, un deuil ne se termine jamais réellement. Il y a des moments où il va être plus endormi, il y a des moments où ça va plus se réveiller au cours de notre vie, avec des événements, avec des dates qui peuvent être aussi symboliques. Mais finalement, quand un deuil en réveille un autre, parce qu'on vivra tous de nouveaux deuils, c'est comme ça reste le cycle de la vie. On est tous voués à perdre au moins nos grands-parents ou nos parents dans la logique des choses, en évitant de parler des décès plus traumatiques, mais au moins dans cette logique-là. Et finalement, le fait de perdre une personne ou même de déménager, d'avoir une rupture familiale, amicale, professionnelle, amoureuse, ça nous amène à réveiller en fait des deuils qui sont passés. Et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que soit un deuil, il a été soutenu, accompagné et cicatrisé, ça n'enlève pas qu'il y a toujours la cicatrice, donc il est toujours présent. Et donc dans ce cas, ça devient une ressource, quelque chose de positif, une fondation sur laquelle on peut s'appuyer. Si à l'inverse, ça a été mal cicatrisé et que la blessure est encore là, elle n'est pas encore jolie, etc., c'est comme un bobo. S'il est mal cicatrisé et que vous appuyez dessus, quand vous appuyez dessus, vous dites « aïe, ça fait mal », c'est de la même manière. Et du coup, c'est ce qu'on voit chez toi, en fait. C'est que finalement, le deuil de cette fausse couche a été bien fait pour toi, tu l'as bien accompagné, tu as eu ce soutien, ça a répondu aux besoins qui étaient les tiens pour justement en faire une force, pour l'intégrer pleinement dans ton histoire de vie. Et du coup, ça a été une ressource. C'est dans ce sens-là ? Ouais, c'est ça, oui, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Cool. On va dire que derrière, j'ai quelques petites questions un peu plus généralistes, mais avec toi, ton point de vue, celui d'Adèle, le tien. Si tu devais donner un mot ou une phrase pour définir ta résilience, qu'est-ce que tu dirais ? Pour la phrase, je pense que tu t'en doutes un petit peu, c'est celle qui m'a le plus aidée, c'est «La mort n'efface pas le bonheur». S'il y a une chose qui m'a aidée et que j'aimerais partager, c'est cette phrase-là, quoi. OK. Quelle est maintenant finalement ta définition et ta vision de la mort après ces différents événements ? C'est une question qui est assez difficile. Je dirais déjà qu'elle a évolué, à travers tous ces événements. Avant, je voyais vraiment la mort un peu comme la fin de quelque chose, alors qu'en fait, aujourd'hui, je dirais que oui, c'est la fin de quelque chose, mais c'est pas la fin de tout, en fait. Au début, on se sent comme ça, comme si c'était la fin de tout, mais en fait, il y a une suite, il y a quelque chose derrière. Intéressant. Et si tu devais donner une phrase ou un conseil que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent déjà de manière globale et aux personnes qui peuvent se retrouver dans ton témoignage, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? J'aurais envie de leur dire que la phrase que j'ai beaucoup répétée, la mort n'efface pas le bonheur, si elle a pas de sens aujourd'hui, c'est normal, mais je pense qu'il faut essayer quand même de la garder dans un coin de sa tête et le jour où elle va prendre son sens, là, elle vous fera beaucoup de bien. Merci. Merci beaucoup Adèle pour ton témoignage à cœur ouvert avec beaucoup d'émotion. Merci pour tes mots et puis voilà, juste un grand merci. Avec plaisir, hein. Merci pour tes questions et puis ta douceur. C'est vrai que c'est pas des sujets où c'est forcément très facile de parler, mais tu arrives à faire ressortir les choses, donc c'est très agréable. Plaisir partagé en tout cas. Merci beaucoup à toi. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Votre engagement me touche et me motive dans cette aventure. Je vous invite à me faire votre retour en me laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute. Positive ou négative, la critique est constructive et permet toujours de s'améliorer. Ce podcast est là pour répondre à vos attentes. Alors en attendant le prochain épisode, faites-moi savoir les thématiques que vous aimeriez voir abordées sur Oli et Thanato. Nous pouvons en parler directement sur Instagram sur le compte Oliatma. Je reste dans tous les cas à votre disposition si vous traversez actuellement une transition de vie et que vous souhaitez en faire une force et non un boulet au pied. Tous les liens sont en description. Je vous souhaite une magnifique semaine.